Bonjour, bonjour Maxime. Donc vous êtes présenté dans une vidéo de début de chaîne. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler de la crise immobilière. Donc vous avez peut-être nous donné quelques informations là-dessus. Alors, il n'y a aucun doute que nous sommes entrés dans une crise immobilière. Il y en a de nombreux symptômes. D'abord, ce graphique que vous pouvez voir, qui est signé d'Hippolyte Dalbis, inspecteur général des finances, et les données qui sont dans ce graphique sont de source INSEE, ça a été confirmé récemment par l'INSEE. La capacité à acheter de l'immobilier a diminué de 37% en 20 ans. C'est-à-dire que ce graphique représente l'évolution du prix de l'immobilier par rapport à l'évolution du revenu. Et on voit que là où on pouvait, il y a 20 ans, acheter 100 mètres carrés, aujourd'hui, on ne peut plus acheter que 100 moins 37%, et donc 63 mètres carrés. Bon, ça, c'est la bulle immobilière. C'est-à-dire, c'est le fait que le prix de l'immobilier, qui a doublé en 20 ans, dans le petit livre de Jacques de la Rosière, vous avez des tableaux. Dans une émission récente de Marc Touati, il vous montre que depuis 1995, le prix de l'immobilier a été quadruplé à Paris et a augmenté de 325% à Bordeaux. Et dans toutes les villes françaises, vous avez une augmentation qui va de 200 à 300% par rapport à 1995. Alors ça, c'est le premier symptôme. La conséquence de ça, c'est que les jeunes ne peuvent plus acheter. Les primo-accédants, le marché a disparu, mais parce qu'aussi, les banques demandent un tiers du prix en apport personnel. Et les deux, la bulle, le prix, l'apport personnel, fait qu'ils ne peuvent plus acheter. Ça, c'est un aspect. D'une manière générale, le deuxième symptôme de la crise immobilière, c'est que le marché a disparu. C'est-à-dire que, là, j'ai plus le dernier chiffre des transactions, mais le nombre de transactions est très nettement au-dessous de la normale. Pourquoi ? Parce que les vendeurs ne veulent plus vendre, ils espèrent pouvoir tirer leur épingle du jeu, à mon avis, ils se trompent, et les acheteurs se disent qu'il faut attendre que la baisse se poursuive, et ils n'achètent pas. Et puis ensuite, vous avez ceux qui ont déjà un logement primo-accédant et qui voudraient changer pour s'agrandir et qui ne peuvent pas. Et ils ne peuvent pas parce que l'augmentation des taux d'intérêt... Oui, donc en fait, pour rappel, c'est vrai que les taux en France sont fixes, mais dans la majorité finalement des pays, c'est pas la norme. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de pays, même européens, pour lesquels les taux sont variables. Et c'est vrai que quelqu'un qui a emprunté en 2020, ou même avant le Covid, où les taux étaient autour de 1%, aujourd'hui, fin 2023, se retrouver avec un taux à 4,5%, voire 5%, c'est pas la même chose en termes d'intérêt à rembourser. Enfin, alors, il y a les deux, hein, il y a fixe et variable, mais le variable domine dans les pays européens, alors qu'en France, le fixe domine. Donc, si vous avez acheté à 1%, hein, si vous avez acheté à 1% il y a quelques années, vous n'avez pas envie de revendre pour racheter avec un taux de 4,3%. Actuellement, c'est ça, c'est 4,3%. Donc vous attendez. Et comme tout le monde attend, le marché a disparu. Mais les prix baissent. Alors la baisse des prix depuis 2000-2001 est d'environ 10-15% dans les grandes villes. À Paris, maintenant, on est au-dessous de 10 000 euros. Alors, vous me direz, 10 000 euros, c'était de la folie, hein. Bon, et même à 9 500 euros, c'est de la folie. Et même à 9 000, c'est de la folie. Et donc, les prix baissent. Les prix baissent. Alors, la question, c'est jusqu'où baisseront-ils ? Alors, c'est redoutable, hein, parce que ça fait un effet de richesse, ce qu'on appelle un effet de richesse en économie. C'est-à-dire, si le prix de votre immobilier augmente, vous dites « Oh, je suis riche, alors bon, je peux bien faire un crédit pour m'acheter ce que j'ai envie de m'acheter, je peux faire du découvert à la banque, ils vont accepter, même aux États-Unis, au moment de la crise de 2008, on pouvait faire du crédit gagé sur la valeur de son immobilier. Et inversement, si le prix baisse, ça fait un effet de richesse négatif, c'est-à-dire que vous vous sentez appauvri. Et donc, ça ne vous donne pas envie de consommer, voyez. Alors, les prix vont continuer à baisser. Alors, Maxime, donc on parle de bulle immobilière.
C'est vrai que j'ai une petite idée de bulle que l'on a vue dans différents domaines ces dernières décennies. Comment vous définissez la bulle immobilière? Bulle, c'est que le prix, en général, a doublé depuis 20 ans, et dans les grandes villes françaises, depuis 1995, il a quadruplé, triplé, quadruplé. Et ce que j'appelle bulle, c'est le fait que ces prix n'ont plus de rapport avec le revenu. Et c'est ce que nous montre le graphique, c'est que là où nos générations, disons grosso modo, pouvaient acheter 100 mètres carrés, nos enfants maintenant ne peuvent plus acheter que 63 mètres carrés. Et je dois dire, avec Jacques Delarosière, qui a été mon patron autrefois, que ce n'est pas sans rapport avec les politiques monétaires qui ont été suivies. Parce que, alors, je ne vais pas pour autant vous dire que les banques centrales se sont trompées, mais toute cette monnaie qui a été créée, la base monétaire mondiale a été multipliée par 7 depuis 20 ans. Nous avons parlé tout à l'heure, enfin on l'a effleuré, les taux zéro ou les taux négatifs. Tout ça a contribué à une création monétaire qui s'est déversée in fine sur l'immobilier et sur la bourse. Et donc c'est vraiment une bulle, parce que c'est sans rapport avec le niveau des revenus. Regardez, vous avez aussi, mais enfin, les choses intéressantes sont en général occultées par l'opinion publique et les médias, parce que, bon, on aime bien faire du spectacle. Mais le Conseil d'analyse économique, auprès de la Première ministre, a déclaré il y a déjà 1 an à peu près que les inégalités patrimoniales avaient atteint le niveau le plus élevé depuis 1914. Parce que nos générations se sont enrichies en dormant, le prix de l'immobilier a augmenté, donc quand on était propriétaire, ben, la propriété vaut plus cher, et les jeunes ne peuvent plus accéder. Et donc ça crée des inégalités patrimoniales. Et par exemple, il y a un certain nombre d'hommes politiques, je ne vais pas les citer puisque je ne fais absolument pas de politique, qui disent qu'il faudrait exonérer de l'impôt sur les successions, le supprimer. C'est une grosse bêtise de dire ça, et c'est une grosse injustice. Non, moi je suis plutôt d'accord avec M. Pisani-Ferry, qui pense que pour financer la transition énergétique, eh ben, il faut faire payer les riches, c'est-à-dire les patrimoines les plus importants, et puis la taxe carbone, mais c'est encore un autre sujet. Mais le produit de la taxe carbone, il faut aussi l'affecter à la réduction des inégalités face à la transition énergétique. Alors, les prix de l'immobilier, c'est vrai, ont beaucoup augmenté. Mais c'est vrai que dans ma tête, et dans la tête de plusieurs personnes, je pense qu'on le met en lien avec les taux aussi des crédits qui ont fait que diminuer. C'est-à-dire que dans les années 1980, emprunter pour acheter de l'immobilier, c'était emprunter à 16%, au lieu d'emprunter à 1%. 16%, c'était pas quand même la même chose. Mais vous rencontrez toujours des gens qui vous disent « Ah, dans les années 70, début 80, c'était formidable, j'ai acheté de l'immobilier, et puis je me suis... » Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'inflation, et que les salaires suivaient l'inflation. Et que donc l'endettement à 10% fondait... bon. Aujourd'hui, c'est pas du tout le même contexte. Hein. D'abord, je suis pas sûr que les salaires suivent l'inflation. J'ai tendance à penser qu'ils vont suivre l'inflation, hein, mais c'est pas exactement ça. Et puis, les revenus, en général, ne suivent pas vraiment. Hein. Alors, au final, en France, est-ce que l'on risque d'avoir une boucle inflation-salaire ? Alors, je dis simplement que les chiffres que je regarde de sources sûres, que ce soit aux États-Unis ou en France, ou en Europe, montrent que les salaires progressent d'au moins 4%. Et c'est ce qui me fait dire que peut-être la réduction de l'inflation à 2% va être plus difficile que celle qui a permis de passer de 11 à 4. Et je crois d'autant plus pouvoir le signaler que les pénuries de main-d'œuvre sont extrêmement fortes. Vous le voyez au travers des indicateurs officiels, mais j'étais l'autre jour avec les anciens maires de l'Aveyron, je faisais une conférence et tous disent, mais alors on ne trouve plus de main-d'œuvre dans le bâtiment, dans l'industrie, dans l'hôtellerie, dans la restauration, etc. Donc,
Et puis, on a vu le rapport au travail qui a vraiment changé depuis le Covid. Donc, le rapport des forces est beaucoup plus en faveur des salariés. Alors, une question par rapport aux normes. Il y a un ensemble de normes thermiques, entre autres, qui sont nouvelles pour les prochaines années et même bientôt. Donc, on voulait savoir un peu si le marché de l'immobilier ne risquait pas de souffrir encore plus avec l'ajout de toutes ces normes. Moi, j'ai tendance à penser que ça va fragmenter le marché de l'immobilier et peut-être aussi, même certainement, freiner la baisse. Je dirais pourquoi dans un instant. Mais, alors pourquoi crise immobilière? Parce que tout simplement, les prix ont atteint un niveau anormal, que les jeunes ne peuvent plus acheter, et que l'augmentation des taux d'intérêt a révélé cette difficulté qui s'est accentuée avec le verrouillage de l'accès au crédit. Et vous avez, j'ai pas les chiffres sur moi, mais je regarde régulièrement ça aussi, la production de crédit immobilier s'est effondrée. Donc dans ce cas-là, forcément les prix baissent, l'offre est supérieure à la demande. Et puis le marché disparaît. Alors quand le marché disparaît, les prix baissent plus, mais il n'y a plus de marché. Donc il finira par revenir, il reviendra en attendant des prix plus bas. Alors, quand on parle de bulle, je reviens là-dessus, c'est vrai que dans la tête de plusieurs personnes, une bulle sur quelque chose, c'est on a fait x2, x3, bon, sans parler des bulles sur les crypto-monnaies. Voilà. Là, il me semble qu'en immobilier, on fait construire une maison, on regarde le prix du marché, on la revend, le prix de la construction, c'est le même que le prix du marché d'acheter une maison neuve. Donc je trouve que c'est pas finalement trop décorrélé. Ce que je voulais vous dire aussi, parce que je vois bien votre raisonnement, vous avez acheté un terrain à un prix que vous jugez raisonnable, vous avez construit une belle maison, et vous vous dites, je vois pas pourquoi la valeur baisserait. Bon, alors, vous n'avez ni complètement tort, ni complètement raison. Parce que si tout le marché baisse, votre maison, l'acheteur pourra substituer l'idée d'acheter votre maison à l'idée d'acheter un appartement qui, en ville, pourrait être beaucoup moins cher, vous voyez. Donc, en fait, il n'y a pas de biens qui peuvent complètement échapper à la valeur du marché. Je dis pas complètement, ça ne veut pas dire que la valeur de votre maison va baisser comme le marché tout entier. Mais si tout le marché baisse, l'ensemble des biens est quand même affecté. Voilà. Alors au final, quelle peut être l'intensité de la crise immobilière en France? Personnellement, vous savez, personne ne détient la vérité. Moi, ce que je veux, c'est faire réfléchir les auditeurs. Et moi, je réfléchis en permanence en essayant de faire la balance. Bon, moi, je ne crois pas que la crise immobilière débouchera sur un crash immobilier gigantesque. Parce qu'il y a des forces de rappel. Et ces forces de rappel, alors tout à l'heure, nous avons dit que l'économie pouvait rebondir, on a parlé des réserves d'épargne, on a parlé des réserves de profit. Et donc les réserves de consommation et d'investissement. Les normes thermiques, et notamment, je pense, à la norme zéro artificialisation. Bon, alors il faut expliquer à l'auditeur ce que c'est. Pour lutter contre le réchauffement climatique, la crise environnementale, le gouvernement a décidé que, en 2040, on n'aurait plus le droit d'artificialiser des sols. C'est-à-dire, on n'aurait plus le droit de bétonner. Bon. Et il y a un plan progressif. Par exemple, à Toulouse, on demande au maire de Toulouse de regarder, enfin, je dis le Grand Toulouse, en fait, la métropole, au-delà. On regarde au maire de regarder ce qu'il a bétonné au cours des 3 dernières années. C'est une base, c'est une assiette, et après, il va devoir réduire de 50% d'ici à 2030. Peut-être une incertitude sur les dates, parce que je ne suis pas un spécialiste de ces sujets, mais en gros, c'est ça. Et ça veut dire qu'il va y avoir, par rapport à la période précédente, une relative pénurie de terrain. D'ailleurs, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est de construire en hauteur.
pour éviter les déplacements, le carbone lié à la circulation, etc. Donc, mais vous pouvez m'objecter que ça va se faire doucement. Bon, mais c'est vrai que quand même, ça va contribuer à une relative rareté des terrains, et qui est aussi d'ailleurs une caractéristique de la France, en fait. On ne construit pas facilement en France. Ensuite, il y a les normes 2025. Les normes 2025, ce sont les normes thermiques. C'est-à-dire qu'en 2025, vous ne pourrez pas louer un logement quand le logement est une passoire thermique. Mais ça veut dire quoi? Qu'il va falloir investir. Et ceux qui n'auront pas les moyens d'investir, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça veut dire qu'il y a une partie du marché qui va disparaître. Mais donc, pour moi, ça va créer des raretés, ça va faire disparaître une partie du marché, rareté avec le zéro artificialisation, nous en avons parlé, et ça va fragmenter le marché, ça va le fragmenter. Donc je pense qu'il y a là un frein à la baisse. Donc en France, on sera assez protégé. Oui, on est protégé par une relative rareté. Voilà. On ne peut pas en dire plus. Il faudra. Alors, dans une autre case de ma tête, j'ai enseigné pendant de nombreuses années. J'enseigne toujours. Et je m'étais aperçu que dans l'histoire, les crises financières sont le plus souvent précédées d'une crise immobilière. Et notamment en 2008. Pourquoi? Parce que la crise immobilière, comme je l'ai dit tout à l'heure, crée un effet de richesse négatif. C'est-à-dire on se sent appauvri. Et comme on se sent appauvri, on consomme moins, on dépense moins. Et après, c'est ce qu'on appelle les mécanismes procycliques, c'est-à-dire des enchaînements cumulatifs à la baisse, qu'on peut avoir à la hausse dans l'autre sens, sauf que les arbres ne montent pas au ciel et que... finalement, la caractéristique de l'économie, c'est l'excès. Excès de gourmandise ou excès de pessimisme. Mais il y a toujours... Parce qu'en fait, les comportements des agents économiques sont mimétiques. C'est le mécanisme des moutons de Panurge. Et donc, comme chacun suit celui qui le précède, les mécanismes sont cumulatifs à la hausse ou à la baisse. Alors voilà pourquoi, en particulier, les crises immobilières ont souvent précédé les crises financières. Donc finalement, d'après vous, cette crise immobilière pourrait aller jusqu'où? Eh bien justement, je pense qu'elle n'ira pas au bout. Je ne peux pas donner des chiffres, mais je pense que dans les mois qui viennent, les prix vont continuer à baisser. Et... il faudra resolvabiliser les primo-accédants, sinon le marché ne peut pas fonctionner. Mais je ne pense pas que ça s'effondrera parce que les phénomènes de rareté que nous avons évoqués en liaison avec les normes, mais également, regardez la situation de la construction. Le niveau de construction est très bas actuellement, donc les raretés sont déjà en train de se constituer et freineront la baisse. Voilà. Mais les prix ont baissé de 15%. Alors je ne vais pas me lancer dans des paris chiffrés, mais les prix ont baissé de 10-15% depuis 2001. Nous avons dit, et c'est le chiffre que les auditeurs doivent retenir, l'immobilier est surévalué de 37%. Eh bien, je ne serais pas étonné que ça baisse encore de 10%, peut-être même un peu plus, et qu'après ça se stabilise, vous voyez ? On ne doit donc pas craindre une division par deux du prix du marché. Non, je crois pas, non. Je crois pas. Mais enfin, bon, on va pas faire une émission sur les crises financières. J'enseigne une demi-journée entière sur la crise financière de 2008 et puis une autre demi-journée sur la crise de dette souveraine de 2012. Vous avez dans les crises des phénomènes cumulatifs. Si tout le monde veut se désendetter en même temps, parce que la bulle éclate ou les bulles éclatent, alors à ce moment-là, personne ne se désendette. Et vous savez pourquoi? Parce que les prix baissent tellement que... c'est des phénomènes cumulatifs, récessifs, et... le monde est très endetté. Très endetté. Et c'est ça le danger. En France, c'est vrai que nous avons un taux fixe.
Mais si on prend l'exemple sur l'Allemagne, avec les taux variables, les Allemands qui ont acheté donc, se retrouvent avec des mensualités plus importantes, et cela ça risque peut-être d'accentuer la crise s'ils sont obligés de se séparer de leurs biens. Alors, oui, il prend une augmentation. Alors, il n'est pas content. Hein. Il n'est pas content. La politique monétaire est très décriée en Allemagne. Hein. Et elle était décriée déjà avant, parce que les Allemands n'ont pas des retraites comme nous. Les retraites sont financées en particulier par l'épargne. Et avec les taux négatifs ou nuls, les Allemands, il y a eu plusieurs plaintes contre la BCE devant la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Hein. Donc oui, alors là c'est en sens inverse, c'est que les taux augmentent, et les taux augmentant, ils ont plus d'échéances à payer. Bien, mais merci Maxime, merci pour cet éclairage, c'est très intéressant. Merci de nous avoir écoutés.